Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bienvenue sur Fréquence 8. Cette semaine, je retrouve avec plaisir Sébastien Guilleux qui est venu nous parler du géocaching par le biais de son 3e roman qui s'appelle Géocrime. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour. Première question, parce que je n'ai pas parlé depuis lundi. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Alors, sur toutes les... Alors, c'est uniquement sur Internet, quasi exclusivement sur Internet, donc sur toutes les plateformes, donc Cultura, Fnac, Amazon, etc. Donc là, ils sont disponibles. Sinon, directement auprès de moi. Sinon, à la boulangerie Guilleux, mais c'est chez mes parents, à Saint-Thomas-d'Aubigné, chez mes parents. Mais non, sinon, sur Internet, toutes les plateformes, vous commandez, voilà. Il n'y a pas de souci. On met Sébastien Guilleux, Géocrime, et on vous y arrive. Trouvez. Ouais. Très bien. Donc, vous nous avez expliqué hier ce qu'était le géocaching. Oui. Donc, on l'a bien vu, c'est un vrai jeu de piste pour amateurs, voire addicts. On peut même devenir... Alors, méfiez-vous quand même si vous avez une tendance à l'addiction. Le géocaching peut être dangereux à haute dose. Normalement, non, mais peut avoir des effets. Dans le livre, oui. Il peut être dangereux parce qu'effectivement, vous en avez fait le théâtre... Alors, qui dit policier dit crime, ouais. Et qui dit... votre titre l'indique, géocrime, ouais. Puisque, votre personnage, le premier qui commence, lui tombe première cache et il tombe... Enfin, c'est pas sa première cache, mais nous, la première cache qu'on rencontre dans votre livre. Il découvre un cadavre. Un cadavre. Ouais. Bon, ça ne vous est jamais arrivé, ça ? Non, jamais. Heureusement. Parce que trouver ça dans des petites boîtes, ça ferait pas... Je pense que sinon ça calme un petit peu quand même. Voilà, et puis je pense que le géocaching perdrait ses lettres pédagogiques. Ouais, c'est ça, ouais. Et perdrait quelques fidèles quand même. Exactement. Donc première cache, donc... Un cadavre. Un cadavre. Voilà. Qu'il découvre juste au pied de la cache. Donc la première cache, ça se situe donc au Nid aux Merles, à Assigné, donc à côté de Rennes. Donc là, c'est des ruines d'une ancienne abbaye. Donc lieu que j'ai découvert avec le géocaching. Et donc je trouvais ça intéressant parce que ce sont de belles ruines et qui... alors là, en plus, il découvre le cadavre un petit peu de nuit, puisque du coup, il est totalement addict. Très tôt le matin. Voilà, il est totalement addict, donc il veut aller trouver la petite boîte avant d'aller travailler le matin. Donc il y va très tôt, donc il fait encore nuit. Et donc il est dans ce lieu assez majestueux, assez impressionnant et qui peut aussi être encore plus impressionnant du coup la nuit, voire même inquiétant. Et donc ça en faisait, je trouvais que ce lieu faisait un théâtre parfait pour découvrir un cadavre dès le début. Donc en fait maintenant quand vous faites du géocaching, vous repérez aussi les endroits les plus romanesques pour peut-être un jour les retrouver dans des romans. Oui, en tout cas lorsque j'ai réfléchi à ce livre-là, je me suis dit quels sont les lieux qui m'ont le plus marqué autour de Rennes lorsque j'ai fait du géocaching. Donc il y avait ce lieu-là, et puis les autres qui sont cités dans le livre. D'accord. Donc il y a beaucoup de personnages dans votre dans votre livre, contrairement à vos précédents, qui étaient quand même plus concentrés. Là, il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup plus de personnages, ouais. Et puis il y a 2 parties bien distinctes avec des personnages totalement différents d'une partie à une autre. Donc du coup, on a la sensation, c'est un commentaire qu'on m'a déjà fait, on m'a dit il y a finalement 2 équipes
il y a presque deux équipes qui se... Il y a un parallèle entre deux équipes qui recherchent pas forcément la même chose, mais du coup, effectivement, il y a une galerie de personnages qui forment une première équipe, une autre galerie de personnages qui forment une deuxième équipe, et du coup, ça fait quand même pas mal de personnages. Alors, ce qui est très étonnant dans votre livre, c'est qu'effectivement, il y a, donc, comme vous dites, deux parties qui... Au premier abord, n'ont rien à voir les unes avec les autres, hein, parce que autant, même déjà dans la première partie, on a quand même une enquête, bien évidemment, une enquête policière. Ouais. On suit l'enquête avec deux points de vue différents, le journal d'un journaliste. Oui. En parallèle, on a l'enquête policière. Oui. Et dans la deuxième, on passe sur toute autre chose. Ouais. Pensant au départ que ça n'a rien à voir. Enfin bon, on se doute bien que tout est lié, puisque ouais. tout prend sens. Mais c'est vrai que par rapport à vos deux romans précédents, là vous avez un petit peu innové dans sa structure, quoi. Ouais, effectivement. Mais c'était aussi une volonté de ma part de surprendre le lecteur en cassant le rythme à peu près au milieu du livre. Et d'enchaîner sur une autre partie complètement différente. C'était un peu pour déstabiliser les lecteurs et qu'on ne soit pas sur une enquête linéaire comme c'était sur les deux autres. Donc on a vraiment une enquête qu'on suit de manière assez linéaire, même s'il y a des allers-retours entre passé et présent sur les deux précédents livres. Ça reste assez linéaire. Là, j'avais envie de surprendre le lecteur. Alors, il y a plusieurs niveaux de surprise, mais déjà, donc, au niveau du journal intime du journaliste, ça s'arrête quand même assez vite. Ensuite, on a l'enquête policière qui s'arrête d'un coup pour enchaîner sur une autre partie totalement différente. Donc, c'était essayer de casser le rythme. Comme ça, c'était quelque chose que je voulais faire pour dynamiser le livre et surprendre le lecteur. Alors c'est vrai que effectivement c'est une manière de tenir un petit peu le lecteur en haleine, puisque la première partie s'arrête sur une exclamation de la policière qui dit « Non mais ça y est, j'ai compris ». Ouais. Donc on se dit on va tourner la page et on va comprendre avec elle. Et ben non, pas du tout. Alors, il faut attendre toute la fin de la deuxième partie. Donc il faut d'abord lire la deuxième partie. Ouais, voilà. Et la deuxième partie c'est pareil. Je veux dire, fin de deuxième partie, on a l'impression d'approcher voilà. Le but. Et non, après, c'est encore terminé. Non. Et là, les deux... Alors, c'est l'épilogue, vous l'avez voilà. appelé épilogue, où là, les deux parties prennent sens et se relient l'un l'autre. Oui. Mais voilà, c'est une manière aussi de tenir le lecteur... Voilà, en haleine et de le faire tourner les pages et de... C'est ça. Déjà dans les deux premiers livres que j'avais écrits, je voulais toujours rendre addict le lecteur. Est-ce qu'il ait toujours envie de savoir la suite? Donc, et souvent c'était à la fin d'un chapitre, je finissais un petit peu en suspense pour enchaîner sur le chapitre suivant. Là, j'ai raisonné plus par partie, donc avec une première partie qui est vraiment l'enquête policière, une deuxième partie, on ne va pas dévoiler, mais qui raconte autre chose, et une troisième partie qui est la réunification des deux autres parties. Des deux premières, quoi. Donc vous avez quand même des personnages... Alors vous avez fait un duo de policiers ouais. Très, je dirais... comme on en rencontre souvent dans les séries, c'est-à-dire une équipe improbable, qui ne s'entend pas dès le départ, qui part sur de très mauvaises bases. C'est ça. C'est curieux, c'est souvent comme ça dans les séries ou dans les policiers. On a une équipe, un duo d'hommes-femmes. Ouais, et donc... Ça corse un peu le... C'est pour je trouve ça intéressant parce que lui, donc, il vient d'arriver dans la région. De Rennes, puisqu'il vient de Paris, et je trouvais intéressant, en fait c'est toujours intéressant d'avoir des caractères opposés
et essayer de les faire travailler ensemble. C'est là où c'est fort, même dans notre vie de tous les jours. On travaille avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément travaillé. Qu'on n'aurait pas choisi comme ça d'emblée. Qu'on n'aurait pas choisi. Et finalement, ça marche, on y arrive. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qu'on a envie aussi, que j'avais envie d'exprimer dans le livre. C'est finalement, même si tous les opposent et qu'ils ne se ressemblent pas du tout, finalement, le binôme fonctionne. Et autre chose qui est assez fort dans le livre et qui a un point commun avec les 2 autres livres, c'est que le personnage féminin est très fort. Et ça, c'était aussi... On avait Lorraine dans les 2 premiers livres qui est très fort. Là, on a aussi donc Éléonore qui est un personnage finalement très fort. Qui tient sa place, qui a de la présence. Qui a du caractère et qui amène un petit peu par le bout du nez son collègue. Oui, enfin, il a quand même un peu de mal. Oui, quand même. Il a quand même un petit peu de mal. Bon, écoutez... on va rester sur ce duo improbable, ce duo d'opposés pour aujourd'hui. On se retrouve, on a encore 2 jours à passer ensemble pour parler un peu plus en avant de ce roman. Et on laisse place à un petit peu de lecture. Et je vous dis à demain. À demain. Sébastien Guilleux, Géocrime. La salle de réunion était un peu petite pour faire entrer l'ensemble des officiers mobilisés. Sur les murs, des affiches vantaient les mérites du métier de gendarme. Devenir gendarme, être acteur de sa vie pour celle des autres, annonçait-elle. Pour celle des autres, oui, mais pas pour sa famille, pensait Éléonore, le regard plongé dans celui des officiers du poster. Avec ce métier, elle ne voyait pas ses enfants grandir. L'idée de tirer sa révérence lui avait souvent effleuré l'esprit, mais elle savait ce qui la poussait à rester. La soif de vérité. Celle-ci était née lors de son adolescence. Elle n'avait pas 15 ans ce soir d'été. Un 14 juillet, pour être précis. Avec ses parents, ils étaient allés voir le feu d'artifice, comme des milliers de familles ce jour-là. Celui de Nantes était toujours très beau. Ce soir-là, il le sera également. Elle avait vécu toute sa jeunesse dans cette ville qu'elle appréciait particulièrement. Il faisait chaud. Beaucoup de monde était venu voir le spectacle. La foule, la chaleur. Éléonore avait été prise d'un malaise qui avait contraint la famille Ramirel à rentrer avant que la première fusée ne soit lancée. Dans la voiture la ramenant à la maison, son frère Alexandre lui avait jeté des regards noirs. Il avait 5 ans de moins et était très déçu de rater ce spectacle. La fenêtre ouverte pour aérer, Éléonore s'était sentie mieux. Au loin, on pouvait entendre les fusées qui éclataient lorsqu'ils étaient arrivés à la maison. Le véhicule garé dans l'allée, devant l'entrée, Agnès Ramirel sortit de la voiture et aida sa fille à en faire autant. De son côté, Alexandre fut aidé par son papa. En s'avançant, la mère de famille avait sursauté. La porte principale était entr'ouverte et la serrure défoncée. En silence, elle fit un signe à son mari, mais celui-ci ne l'avait pas regardée. Elle s'était avancée tout doucement et avait passé la tête par l'entrebâillement de la porte. Tout semblait désert. Aucune lueur. Elle avait pénétré dans la maison, seule, laissant Éléonore sur le seuil. Derrière la porte se tenait une silhouette qui tenta de l'assommer avec un objet. Alerté par ce bruit, Marius Ramirel entra à son tour en demandant aux enfants d'aller se cacher dans la cabane du jardin. Alexandre et sa sœur obéirent sans faire d'histoire. Ils étaient complètement affolés. Ils n'étaient pas arrivés dans le cabanon qu'ils entendirent un coup de feu plus fort que la pétarade du spectacle pyrotechnique. Après un moment qui leur avait semblé une éternité, Marius vint enfin les chercher. Il était chancelant et couvert de sang. Il s'assit auprès de ses enfants et les serra bien fort contre lui. Les larmes perlaient à ses yeux
Il leur souffla alors tendrement. Maman est partie. Pour toujours. Le lendemain avait été un jour sombre. Pourtant, le soleil resplendissait sur la ville Canarie. Marius et les enfants avaient dû expliquer ce qui s'était passé aux gendarmes. C'est comme ça qu'Éléonore avait su que son père s'était battu avec les 2 cambrioleurs. Un des 2 avait menacé de tirer si on ne les laissait pas s'échapper. Le père de famille n'avait pas vu le pistolet, mais son épouse, oui. Elle avait tenté de l'attraper, mais en se débattant avec le malfrat, un coup était parti, directement dans la poitrine de la pauvre jeune femme. Profitant de la stupeur qui avait suivi, les 2 importuns s'étaient échappés, laissant Marius figé aux pieds d'Agnès. Après des semaines d'enquête, il avait été impossible de trouver les coupables et l'affaire fut classée. Les dossiers avaient été archivés et plus personne n'y retoucha au plus grand désespoir de la famille Ramirel. C'est à cette période-là qu'Éléonore avait pris sa décision. Elle ne voulait pas que des familles restent dans ce grand désespoir. Elle voulait retrouver les coupables, tous les coupables. Elle ne voulait pas un jour regarder un enfant et lui dire qu'elle classait l'affaire faute d'éléments. Qu'on ne retrouvera jamais celui ou celle qui a fait du mal à sa maman ou à son papa. Non, elle ne souhaitait pas en arriver là un jour. Et c'est en repensant à son histoire, à ce terrible soir de juillet, qu'Éléonore Ramirel trouvait la rage de poursuivre le combat au sein de la gendarmerie. Elle détacha son regard de la fiche de recrutement pour le diriger vers l'écran où la photo de Lino Rinaldi était placardée. Alix Meunier et Roland Loisel n'avaient pas parlé. Impossible de savoir ce qui s'était passé au château du Bordage. D'après leur dire, il s'agissait d'une simple sortie géocaching. Rien d'extraordinaire. Mais les 2 lieutenants le sentaient. Il y avait autre chose. Et jusqu'ici, ils n'arrivaient pas à percer ce secret. Un 3e larron pouvait leur en apprendre davantage. Il s'agissait de Lino Rinaldi. Les yeux sombres de ce beau brun fixaient Éléonore. Il avait un air sévère, mais semblait très séduisant si on aime le genre italien. Cet homme était introuvable depuis ce matin. Il n'était pas chez lui. Il ne s'était pas présenté à son travail non plus. Il n'en fallait pas plus pour faire de lui le suspect numéro 1 dorénavant. Un appel à témoins avait été lancé. La triangulation de son téléphone ne donnait rien pour le moment. Il était parti de chez lui à pied et pouvait être n'importe où. Un grand nombre de fonctionnaires étaient mobilisés, c'était la priorité. Le briefing de Luther était maintenant terminé et chacun savait ce qu'il avait à faire. Pour les lieutenants Ramirel et Béranger, il fallait faire parler les 2 autres suspects et vite. Tout le monde était maintenant sorti de la salle, sauf Éléonore et Damien. T'en penses quoi, Damien ? Je pense qu'on va perdre notre temps, on devrait nous aussi rechercher ce Rinaldi. Attendons de voir si les autres avancent sur ce point. Mais moi j'ai une autre idée. Quelle est-elle ? Une petite virée au château du Bordage, ce soir. Ça te dit ? Le gendarme se gratta la tête, puis répondit. Je te suis sur ce coup-là. Nous allons sûrement y trouver quelque chose. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.